Chaque trahison a son éclat. Et celle-ci, il ne l'oubliera pas. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Martha a commencé à acheter de la lingerie de luxe chez Victoria's Secret au lieu de ses habituels lots de 3 culottes en coton de chez Walmart. Mais comme la plupart des maris mariés depuis 22 ans, je me suis dit que c'était juste une autre phase, comme sa brève obsession pour le crossfit ou ce mois où elle avait essayé de devenir végétarienne. Je m'appelle Jake Morrison et je dirige le Morrison S Auto Body Shop, un atelier de carrosserie dans l'est de Millbrook, dans l'Indiana. Ce n'est pas un travail très glamour, mais ça paie les factures et ça m'occupe les mains. J'ai toujours été doué de mes mains. Je faisais des combats de boxe amateur à l'époque, avant de rencontrer Martha et de me ranger. Aujourd'hui, les seuls combats que je mène sont contre des boulons rouillés et des experts en assurance. L'appel est arrivé un mardi soir, alors que je roulais depuis 3 heures en direction de Louisville pour une vente aux enchères de pièces automobiles. J'attendais ce voyage avec impatience depuis des semaines. C'était l'occasion de dénicher des composants rares pour la restauration d'une Mustang de 67 sur laquelle je travaillais. L'autoroute s'étendait devant moi, vide à l'exception de quelques semi-remorques occasionnelles, et je me sentais plutôt bien dans ma vie. « Salut, ma beauté », ai-je dit quand le visage de Martha est apparu sur l'écran de mon téléphone. Il était fixé sur le tableau de bord pour que je puisse parler en main libre, bien que la qualité vidéo ne soit pas terrible à cause de la mauvaise couverture réseau. Elle avait l'air différente, d'une certaine façon. Ses cheveux étaient coiffés d'une manière sophistiquée que je ne lui connaissais pas, et elle était maquillée, même s'il était plus de 20 heures un soir de semaine. Derrière elle, je pouvais voir notre chambre, la même chambre que nous partagions depuis plus de 2 décennies, avec le papier peint à fleurs qu'elle avait absolument voulu et la commode ancienne qui appartenait à sa grand-mère. « Salut chérie », a-elle répondu, mais son sourire semblait forcé. « Comment se passe la route ? » « Pas mal. Je devrais être à l'hôtel dans environ 1 heure. Tu es très élégante. Tu sors ? Oh, je viens juste de dîner avec les filles du bureau. Tu sais ce que c'est. J'allais répondre quand elle a soudainement regardé par-dessus son épaule, comme si quelqu'un avait appelé son nom. Attends une seconde, Jake. Je crois que j'ai laissé quelque chose sur le feu. Elle a posé le téléphone sur la table de nuit et c'est là que je les ai vus. Claires comme le jour, posées juste là, de mon côté du lit, comme si elles étaient chez elle. Une paire de bottes de travail pour homme. En cuir marron, taille 44 ou 45 à vue de nez, avec de la boue encore incrustée sur les semelles. Je porte moi-même des bottes de travail, mais les miennes étaient actuellement à mes pieds, appuyant sur l'accélérateur de mon F-150. Ces bottes n'étaient définitivement pas les miennes. Elles étaient trop neuves, trop propres, à l'exception de cette boue fraîche. Et elles avaient ce genre de couture fantaisiste qui criait « J'ai payé $200 pour ça dans une boutique de plein air chic du centre commercial. » J'ai fixé ces bottes pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'a probablement duré que 15 secondes. Mon esprit a passé en revue toutes les possibilités logiques. Peut-être qu'elle les nettoyait pour quelqu'un. Peut-être qu'elles appartenaient à un réparateur qui était venu bricoler dans la maison. Peut-être y avait-il une explication parfaitement innocente. Mais au fond de moi, dans cette partie de vos tripes qui sait les choses avant même que votre cerveau ne les comprenne, je connaissais déjà la vérité. Martha est revenue dans le champ de la caméra, légèrement essoufflée. Désolé pour ça. Fausse alerte. Jolie botte, ai-je dit en gardant une voix posée. Dommage qu'elle ne soit pas à moi. Peut-être as-tu enfin trouvé quelqu'un qui aime ton gratin de tofu. Elle a jeté un regard vers le lit et j'ai vu le moment exact où la panique a traversé son visage. Mais elle s'est vite reprise. Je devais lui accorder ça. Oh, ça ? Le réparateur les a laissés ici tout à l'heure. Il réparait le lavabo de la salle de bain et ne voulait pas mettre de la boue partout dans la maison. C'est attentionné de sa part. De quelle entreprise venait-il ? Johnson Plumbing. Tu sais, ce qu'on a appelé l'année dernière. Je connaissais Johnson Plumbing. Le vieux Pete Johnson réparait des tuyaux à Millbrook depuis 30 ans, et il portait les mêmes vieilles bottes Red Wing usées tous les jours. Ces bottes chic appartenaient à quelqu'un d'autre. Eh bien, dis-lui qu'il pourra les récupérer quand je rentrerai demain, ai-je dit. Je ne voudrais pas qu'il attrape froid sans ses bottes. Nous avons discuté pendant encore 1 minute de choses sans importance. Le temps qu'il faisait, ce qu'elle avait mangé au dîner, si je m'étais souvenu de verrouiller l'atelier avant de partir. Une conversation de couple tout à fait normale, sauf que maintenant,
j'avais l'impression que nous lisions tous les deux un scénario. Après avoir raccroché, j'ai conduit le reste du trajet jusqu'à Louisville dans un silence total. Pas de radio, pas de podcast, juste le bruit du moteur de mon pick-up et le grondement occasionnel de la circulation. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. 22 ans de mariage, 2 enfants à l'université, un prêt immobilier, des comptes bancaires communs, des rêves partagés pour la retraite, et maintenant, il y avait d'étranges bottes de mon côté du lit. Je me suis enregistré au Red Roof Inn juste après 21h30 et je me suis assis sur le bord du couvre-lit qui grattait, fixant mon téléphone. Je pouvais la rappeler, exiger une explication, déclencher une dispute qui mettrait probablement fin à notre mariage sur le champ via un appel vidéo. Ou je pouvais attendre, réfléchir, comprendre à quoi j'avais vraiment affaire. La meilleure option était d'attendre. Si Martha avait une liaison et que ses bottes le suggéraient, alors la confronter maintenant ne ferait que lui donner le temps d'effacer ses traces. Il valait mieux rentrer plus tôt à la maison, les prendre sur le fait, et obtenir les preuves dont j'aurais besoin pour la procédure de divorce. Mais alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôtel bon marché, écoutant le couple de la chambre voisine se disputer pour des questions d'argent, j'ai réalisé que je ne pensais pas à la procédure de divorce. Je pensais à la vengeance. Vous voyez, la plupart des gens qui me connaissent pensent que je ne suis qu'un simple mécanicien qui répare des voitures et se mêle de ses affaires. Ils ignorent les années que j'ai passées sur les rings de boxe à encaisser les coups de gars qui frappaient comme des massues, et à me relever à chaque fois. Ils ne connaissent pas la patience qu'on acquiert quand on travaille sur un moteur laissé à l'abandon pendant 20 ans. Comment il faut le démonter pièce par pièce, comprendre comment toutes les pièces s'assemblent avant de pouvoir le faire tourner correctement à nouveau. Et ils ignorent surtout que lorsque quelqu'un trahit ma confiance, je ne me mets pas en colère. Je deviens méthodique. J'ai appelé le vendeur de pièces et lui ai dit que j'avais une urgence familiale, que je devrais rater les enchères et rentrer chez moi à la première heure le lendemain matin. Ensuite, j'ai appelé mon meilleur ami Jules, qui possède une salle de boxe et un bar appelé The Corner Pocket dans les quartiers sud de la ville. Jake, il est plus de 23 heures. Tout va bien? Pas vraiment. J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois franc avec moi. Vas-y, as-tu entendu des bruits courir en ville sur Martha? Des commérages, des rumeurs, n'importe quoi de ce genre? Il y a eu un long silence. Jules avait été flic pendant 15 ans avant de prendre sa retraite et d'ouvrir sa salle de sport, et il savait lire entre les lignes. Quel genre de bruit tu t'attends à entendre? Le genre qui expliquerait pourquoi il y a des bottes d'hommes inconnus de mon côté du lit. Un autre silence, plus long cette fois. Merde, Jake. J'espérais que tu ne l'apprendrais pas de cette façon. Mon estomac s'est noué. Donc tu le savais. J'ai entendu des choses. Rien de concret, tu comprends. Juste des ragots de comptoir. Mais on parle du fait que Martha passe du temps avec un nouveau gars de son bureau. Un mec plutôt frimeur, qui conduit une Tesla, toujours habillé comme s'il posait pour un magazine. Depuis combien de temps? Peut-être 3 mois. Écoute, je voulais te le dire, mais tu sais comment sont ces choses-là. Parfois, ce ne sont que des ragots et je ne voulais pas faire exploser ton mariage sur de simples rumeurs. J'appréciais le fait que Jules ait essayé de me protéger, mais à cet instant, j'avais l'impression que toute la ville savait quelque chose que j'ignorais. Comment s'appelle-t-il? Greg quelque chose. Il travaille dans cette agence de publicité en centre-ville où Martha a été promue. On dit qu'il est chef de projet, qu'il vient d'une famille riche, et qu'il se prend pour un don de Dieu fait aux femmes. Greg. J'ai fait rouler ce nom dans ma bouche comme un morceau de cartilage. Dis-m'en plus. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il est nouveau en ville, depuis peut-être 6 mois. Il loue cette luxueuse maison connectée sur Maple Street, tu sais, celle avec tout en verre et l'électronique dernier cri. Il passe ses soirées dans cette salle de sport haut de gamme où toutes les mères de famille vont pour jouer les mannequins de fitness. Je connaissais l'endroit, Fitness First, où l'abonnement mensuel coûte plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en course. Martha s'y était inscrite il y a environ 4 mois en prétendant vouloir se remettre en forme. À l'époque, je l'avais soutenue. Maintenant, je réalisais qu'elle se remettait en forme pour quelqu'un d'autre. Jules, j'ai besoin d'une faveur. Je rentre demain matin, mais je ne veux pas que quiconque sache que je suis de retour plus tôt. Tu peux garder l'oreille attentive, peut-être poser quelques questions? J'ai besoin de savoir à quoi j'ai affaire avant d'agir. Ça marche, mon frère.
Mais Jake, quoi que tu prévois, sois intelligent. Ne fais rien qui pourrait t'envoyer en prison ou te faire tout perdre bêtement. C'était techniquement vrai. Ce que je planifiais n'avait rien de stupide. C'était calculé, méthodique, et conçu pour causer un maximum d'humiliation avec un minimum de conséquences légales. J'ai raccroché et j'ai fixé la tache d'humidité au plafond au-dessus du lit. Demain, j'allais découvrir exactement jusqu'où allait cette trahison. Et ensuite, j'allais montrer à ma femme infidèle et à son amant au bot chic ce qui arrive quand on s'en prend à un homme qui sait comment démonter les choses pièce par pièce. J'ai quitté Louisville à 5 heures du matin, 3 heures plus tôt que prévu initialement. Le trajet du retour m'a donné tout le temps de réfléchir et, au moment où je suis arrivé à Millbrook, j'avais les bases d'un plan. Mon premier arrêt fut la maison de Madame Kettle. Eleanor Kettle était notre voisine de 72 ans qui passait la majeure partie de ses journées postée à sa fenêtre avant comme un agent de sécurité. Elle savait tout ce qui se passait dans notre rue, de celui qui recevait son journal en retard aux adolescents qui faisaient le mur après le couvre-feu. J'ai frappé à sa porte à 8h30, sachant qu'elle était réveillée depuis des heures. « Jake Morrison », s'est-elle exclamée en ouvrant la porte dans son peignoir rose et ses bigoudis. « Je croyais que vous étiez en voyage jusqu'à ce soir. » Changement de programme, Madame Kettle. Je me demandais si je pouvais vous poser une question. Avez-vous remarqué une activité inhabituelle chez moi pendant mon absence? Ses yeux se sont illuminés comme le matin de Noël. Madame Kettle vivait pour ce genre de moment. Eh bien, maintenant que vous en parlez, il y avait une Tesla argentée garée dans votre allée hier soir. Elle y est restée assez tard, après minuit je dirais. Très inhabituel pour un soir de semaine. Une Tesla, dites-vous? Oh oui, une de ces voitures électriques sophistiquées. Le conducteur était un jeune homme très bien habillé, très beau garçon. Il semblait assez familier avec la maison, il a utilisé sa propre clé et tout. Sa propre clé. Ce détail m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas une aventure d'un soir. Martha avait donné à ce type la clé de notre maison. La maison que nous avions achetée ensemble quand Ross n'était qu'un bébé. Avez-vous vu à quelle heure il est parti? Vers 6 heures ce matin. Il essayait d'être discret, mais on ne peut pas cacher grand-chose à ses vieux yeux. Il avait l'air d'être très pressé. J'ai remercié Madame Kettle et je suis rentré chez moi. Ma maison, notre maison, avait exactement la même apparence de l'extérieur. Le même revêtement blanc, les mêmes volets bleus, les mêmes parterres de fleurs que Martha entretenait avec un soin obsessionnel. Mais maintenant, elle semblait contaminée, comme une scène de crime qui n'aurait pas encore été nettoyée. Je me suis garé dans le garage et je suis entré par la cuisine. Tout était impeccable, ce qui était inhabituel pour Martha. Elle était normalement assez ordonnée, mais ce niveau de propreté suggérait qu'elle avait récuré la maison pour effacer des preuves. La chambre racontait une autre histoire. Les draps avaient été changés, mais je pouvais sentir un parfum masculin inconnu flotter dans l'air. Quelque chose de cher et d'entêtant. Rien à voir avec le Old Spice que je portais depuis 20 ans. Les bottes chic avaient disparu, mais il y avait une petite empreinte de pas boueuse sur la moquette que Martha avait ratée dans sa frénésie de nettoyage. J'ai pris l'empreinte en photo avec mon téléphone, puis je me suis assis sur le bord du lit et j'ai appelé ma femme. « Jake, tu es rentré tôt. Tout va bien? » La vente aux enchères a été annulée. Une sorte de problème électrique sur place. Je me suis dit que j'allais te faire une surprise. Oh, c'est merveilleux. Je finis juste une réunion au bureau. Mais je devrais être à la maison pour le déjeuner. Et si j'achetais des sandwichs dans cette épicerie que tu aimes tant? Ça me va. Et, au fait, est-ce que le réparateur est revenu chercher ses bottes? Un silence. Ses bottes? Celles qu'il a laissées dans notre chambre hier. Tu m'avais dit qu'il venait de chez Johnson Plumbing. Oh, c'est vrai. Oui, il est passé les prendre ce matin. Très tôt avant que je parte travailler. Un autre mensonge. Je commençais à tenir les comptes. C'est une bonne chose. Ça me ferait mal de penser à ce pauvre gars en train de marcher en chaussettes. Après avoir raccroché, j'ai conduit jusqu'au Corner Pocket. Jules préparait la salle pour le service de midi, disposant les bouteilles derrière le bar avec la précision méthodique d'un ex-flic. « T'as une sale mine », a-t-il dit en me voyant. Je me sens encore pire. « Qu'est-ce que tu as découvert ?»
Jules m'a servi un café et s'est appuyé contre le comptoir. Plus que ce que tu as probablement envie de savoir. Ce fameux Greg, son nom complet est Gregory Whitman. Il s'est vanté de sa conquête auprès de tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Apparemment, il considère les femmes mariées comme un défi personnel. Quoi d'autre? Il vient d'une famille très riche. Ses parents possèdent une chaîne d'hôtels de luxe à Chicago. La Tesla, c'est juste sa voiture du week-end. Il a une Porsche et une BMW chez lui. Tout ce boulot à Millbrook, c'est juste pour lui une façon de s'encanailler pendant un an avant que papa ne lui donne un vrai poste dans l'entreprise familiale. Le tableau devenait plus clair. Et je n'aimais pas ce que je voyais. Ma femme ne faisait pas qu'avoir une liaison. Elle avait une liaison avec un gosse de riche pourri gâté qui la considérait comme un amusement temporaire. Ce n'est pas tout, a continué Jules. On dit qu'il a pris des photos. Quel genre de photos? Le genre que les hommes mariés n'ont pas envie de voir de leur femme. Il les a montrées dans sa salle de sport de luxe, traitant ta femme comme si elle était une sorte de trophée. C'en était trop. Le contrôle rigoureux que je maintenais depuis la veille au soir a fini par craquer. J'ai abattu mon poing sur le comptoir, assez fort pour faire trembler les bouteilles. Doucement, mon frère, a dit Jules. Te mettre en colère ne t'aidera pas. Te venger, oui. J'ai besoin de les prendre sur le fait. Il me faut des preuves qui tiendront devant un tribunal et qui détruiront leur réputation à tous les deux dans cette ville. Je pourrais t'aider pour ça. Mon cousin Danny travaille pour la compagnie de téléphone. Il pourrait probablement nous dire quand la voiture du séducteur est garée chez toi, si tu veux savoir quand débarquer. Non, j'ai une meilleure idée. Quelque chose qui me donnera des témoins et qui fera en sorte que toute la ville sache quel genre de femme est vraiment mon épouse. J'ai exposé mon plan à Jules. Il a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps ou haussant un sourcil. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant un long moment. C'est soit du génie, soit complètement fou, a-t-il fini par dire. Peut-être les deux, mais ça marchera. Tu vas avoir besoin d'aide pour réussir ça. Tu en es. Jules a souri, et pendant un instant, j'ai revu le flic coriace qu'il était autrefois. Pour rien au monde je ne raterai ça. J'ai passé le reste de la matinée à faire des préparatifs. D'abord, j'ai appelé mes beaux-parents et je les ai invités pour une visite surprise afin de célébrer la récente promotion de Martha au travail. Richard et Patricia Hoffman ne m'avaient jamais particulièrement porté dans leur cœur. Ils pensaient que leur fille avait fait un mariage en dessous de sa condition. Mais ils étaient dévoués à Martha et conduiraient les 3 heures depuis Indianapolis au pied levé s'ils pensaient qu'on lui faisait honneur. Quelle merveilleuse idée, Jake, a dit Patricia au téléphone. Nous partirons juste après le déjeuner. Devons-nous apporter quelque chose? Juste vous-même. Je veux que ce soit une surprise totale. Ensuite, j'ai appelé mon fils Ross à l'université de l'Indiana. À 22 ans, je voulais qu'il l'entende de ma bouche plutôt que par les réseaux sociaux ou les rumeurs du campus. Papa, tout va bien? Tu n'appelles jamais en semaine. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, fiston. Tu peux rentrer à la maison cet après-midi? Emmène ta sœur si elle est libre. Il y a quelque chose d'important dont je dois discuter avec vous deux. Maman va bien? Ta mère va très bien. Elle a juste fait des choix qui vont changer notre famille et je veux que vous soyez tous les deux ici quand tout éclatera au grand jour. Ross savait qu'il ne valait mieux pas insister pour obtenir des détails par téléphone. On sera là à 16 heures. La dernière pièce du puzzle était le timing. J'avais besoin de savoir exactement quand Greg serait à la maison. Et je devais m'assurer que mon public surprise arriverait précisément au bon moment. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, en face de l'immeuble où travaillait Martha, et j'ai attendu. À 12h15, elle est sortie avec un homme grand et très bien habillé qui correspondait à la description que Jules m'avait faite. Gregory Whitman était exactement comme je l'imaginais. Cheveux parfaitement coiffés, costume hors de prix. Cette assurance arrogante de ceux qui n'ont jamais eu à s'inquiéter de l'argent. Il avait aussi environ 10 ans de moins que ma femme, ce qui expliquait une partie de son comportement récent. Ils sont montés dans sa Tesla et ont pris la direction de ma maison. Je leur ai laissé 15 minutes d'avance, puis j'ai appelé mes beaux-parents. Patricia, il y a un léger changement de programme. Pourriez-vous arriver vers 13h30 plus tôt? Je veux m'assurer que Martha sera rentrée de son déjeuner d'affaires. Bien sûr, mon chéri.
Nous quittons tout juste Indianapolis. Timing parfait. J'ai ensuite appelé Ross. Changement de plan, fiston. Venez pour 13h30 au lieu de 16h. Et passez par la porte d'entrée. N'utilise pas ta clé. Je veux que ce soit une vraie réunion de famille. À 13h20, j'étais garé au bout de ma rue, observant la buick argentée de mes beaux-parents s'engager dans mon allée. Richard et Patricia sont sortis, sur leur 31, portant un bouquet de fleurs pour leur fille. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'assister à la fin de son mariage. J'ai attendu qu'ils atteignent la porte d'entrée, puis j'ai avancé et me suis garé derrière eux. Jake m'a interpellé Patricia joyeusement. La porte a l'air fermée à clé. Martha n'est pas encore rentrée? Oh, elle est là, ai-je dit en sortant de mon pick-up. Elle est juste occupée. Laissez-moi vous ouvrir. J'ai utilisé ma clé pour déverrouiller la porte d'entrée, puis j'ai fait un geste à mes beaux-parents pour qu'ils entrent avant moi. La maison était silencieuse, à l'exception d'une faible musique venant de l'étage. Un air de jazz suave qui n'était définitivement pas la musique country habituelle de Martha. Martha a appelé Richard. Nous sommes là pour fêter ça. Pas de réponse. Je pouvais voir mes beaux-parents échanger des regards perplexes. Elle fait peut-être une sieste, ai-je dit d'une voix assez forte pour résonner jusqu'à l'étage. Vous savez à quel point elle a travaillé dur ces derniers temps. Et si on montait lui faire une surprise? Nous avons gravi les escaliers ensemble, mes beaux-parents discutant doucement des belles fleurs du jardin et de leur fierté face à la réussite de Martha au travail. Je me sentais presque désolé pour eux. Presque. La porte de la chambre était fermée, mais je pouvais entendre des voix à l'intérieur. Le rire de Martha. Le petit rire plus grave d'un homme. Les bruits incomparables de deux personnes qui pensaient avoir la maison pour elles toutes seules. Martha a appelé Patricia en frappant doucement à la porte. Ma chérie, nous sommes là. Les bruits à l'intérieur se sont arrêtés net. J'ai entendu des chuchotements frénétiques, le bruissement des draps, quelqu'un qui trébuchait. Une minute, a crié Martha, avec une voix plus aiguë que d'ordinaire. Je ne suis pas habillée. J'ai regardé mes beaux-parents, qui commençaient à avoir l'air confus et inquiets. Richard fronçait les sourcils devant la porte comme s'il essayait de résoudre une énigme. Ce n'est pas grave, chérie, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde dans la chambre m'entende. Nous sommes en famille ici. Et là, j'ai enfoncé la porte d'un coup de pied. La scène qui s'est offerte à nous était exactement ce à quoi je m'attendais, mais la voir de mes propres yeux a tout de même fait l'effet d'un coup de poing. Martha se démenait pour s'enrouler dans un drap, les cheveux ébouriffés et le visage écarlate. Greg essayait d'enfiler son pantalon en sautillant sur un pied tout en cherchant une issue de secours qui n'existait pas. Patricia a poussé un petit cri et a laissé tomber le bouquet. Richard a émis un bruit d'étranglement et s'est agrippé au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Et moi, je suis resté là, absorbant chaque détail du tableau qui s'offrait à moi. Eh bien, ai-je dit sur le ton de la conversation, voilà qui est gênant. Greg avait réussi à enfiler son pantalon, mais ne trouvait pas sa chemise. Il reculait vers la fenêtre comme un animal pris au piège, ses cheveux parfaits dressés dans tous les sens. Monsieur Morrison, je peux tout expliquer. J'en suis sûr, Greg. C'est bien Greg, n'est-ce pas? Ou tu préfères Grégory? Je veux m'assurer de bien prononcer ton nom quand je raconterai cette histoire. Martha avait trouvé son peignoir et le serrait contre elle comme une armure. Jake, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Oh, je crois que la situation se passe d'explication, ma chérie. Tu es dans notre chambre, dans notre lit, avec un homme qui n'est pas ton mari, en plein milieu de ce que les jeunes appellent, je crois, s'envoyer en l'air. Patricia poussait de petits gémissements. Richard avait l'air sur le point de faire une crise cardiaque. Greg, quant à lui, avait apparemment décidé que la fenêtre restait sa meilleure option de fuite. Notre chambre était au premier étage, mais il y avait un grand chêne à l'extérieur qui pourrait amortir sa chute ou lui briser la nuque. Sur le moment, peu m'importait la finalité. Je ne te conseille pas la fenêtre, Greg, ai-je lancé. La chute est haute, et Madame Kettle, la voisine, surveille la maison depuis ce matin. Elle a probablement déjà sorti son téléphone pour tout filmer et le mettre sur sa page Facebook. Mais Greg ne réfléchissait plus rationnellement. Il a tâtonné avec le loquet de la fenêtre, a réussi à l'ouvrir et a passé une jambe par-dessus le rebord.
Greg, non, a crié Martha. Trop tard. Greg s'est propulsé par la fenêtre et a disparu de notre champ de vision. Quelques secondes plus tard, nous avons entendu un fracas, suivi de jurons particulièrement créatifs. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé en bas. Greg avait atterri dans les rosiers dont Martha était si fière, ce qui avait amorti sa chute mais l'avait laissé dans un état pitoyable, comme s'il avait été attaqué par une meute de chats. Il était couvert d'égratignures et de pétales de rose, son pantalon hors de prix déchiré à plusieurs endroits. « Tu devrais faire examiner ces coupures », lui ai-je crié. Les épines de rose peuvent être dangereuses si elles s'infectent. À ce moment-là, la moitié du quartier était sortie pour voir d'où venait tout ce boucan. Madame Kettle filmait effectivement la scène avec son téléphone, commentant le tout en direct à sa fille via le haut-parleur. Les adolescents de la 3e maison plus bas riaient en le pointant du doigt. Même le vieux monsieur Peterson d'en face était sorti de chez lui pour voir ce qui se passait. Greg s'est péniblement remis sur pied, a essayé de conserver un peu de dignité et a boité vers sa Tesla. Mais la dignité est difficile à maintenir quand on est à moitié nu, en sang à cause de multiples égratignures et avec des pétales de rose dans les cheveux. Et dire qu'on affirme que le yoga est bon pour la santé, ai-je marmonné en m'époussetant les mains. Derrière moi, Patricia s'était mise à pleurer. Richard l'aidait à s'asseoir, le visage pâle sous le choc. Et Martha me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de peur, de colère et de quelque chose qui ressemblait peut-être à du respect. « Jake », a-t-elle dit doucement, « il faut qu'on parle. Je crois qu'on a dépassé le stade des discussions, tu ne trouves pas? Mais si tu veux qu'on ait une conversation, on peut descendre. Tes parents en ont assez vu pour aujourd'hui. » Alors que nous sortions de la chambre, j'ai entendu des portières claquer à l'extérieur et le bruit de la Tesla de Greg démarrant en trombe. Par la fenêtre, je voyais Madame Kettle en train de filmer, téléchargeant probablement déjà la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Au coucher du soleil, la moitié de la ville saurait que Martha Morrison avait été surprise au lit avec un autre homme, et que son mari avait littéralement jeté son amant par la fenêtre. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour mon mariage, mais ça allait assurément être mémorable. Mais la véritable vengeance ne faisait que commencer. Les répercussions de ce coup d'éclat dans la chambre ont dépassé toutes mes espérances. Le soir même, la vidéo de Madame Kettle avait été partagée plus de 300 fois sur Facebook, et quelqu'un avait déjà créé un mème montrant la fuite de Greg couvert de pétales de rose. La légende disait, quand son mari rentre plus tôt de son voyage d'affaires. Mes beaux-parents sont partis sans dire au revoir à Martha, ce qui en disait long sur ce qu'ils pensaient de l'infidélité. Richard m'a serré la main en sortant et a marmonné qu'il avait toujours su que j'étais un homme bien. Patricia m'a pris dans ses bras et m'a murmuré, « Tu mérites mieux, Jake. » Ross et Amelia sont arrivés juste au moment où leurs grands-parents partaient. Je suis allé à leur rencontre dans l'allée et je leur ai fait un résumé de la situation. Ross a encaissé le coup comme l'homme qu'il était en train de devenir, posant des questions pratiques sur les futurs arrangements pour le logement et les procédures légales. Amelia a pleuré, mais sa colère était dirigée contre sa mère, pas contre moi. « Comment a-t-elle pu te faire ça, papa ?» s'est indignée Amelia. « Comment a-t-elle pu faire ça à notre famille ? Les gens font des choix, ma chérie. Parfois, ces choix ont des conséquences auxquelles ils ne s'attendent pas. » Martha a essayé de parler aux enfants, mais ils n'étaient pas prêts à entendre ses explications. Ross est resté froidement poli. Amelia a été ouvertement hostile. Après une heure de conversation embarrassante, ils ont tous les deux décidé de retourner sur leur campus plutôt que de passer la nuit ici. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit », a dit Ross en me serrant dans ses bras avant de partir. « N'hésite pas. » Une fois les enfants partis, je me suis assis dans le salon pour faire le point sur la situation. Martha s'était barricadée dans la chambre d'amis, affirmant avoir besoin de temps pour réfléchir. La maison semblait différente maintenant, ce n'était plus un foyer, mais un champ de bataille où le premier coup de feu avait été tiré. Mon téléphone n'avait pas arrêté de vibrer de la soirée, recevant appels et SMS. Les nouvelles vont vite dans une petite ville comme Millbrook, et tout le monde voulait savoir si les rumeurs étaient vraies. J'en ai ignoré la plupart, mais j'ai décroché quand Jules a appelé. Bordel, Jake. Madame Patterson de l'épicerie vient de me montrer la vidéo. Tu as vraiment jeté le gars par la fenêtre ? Techniquement, il s'est jeté lui-même par la fenêtre. Je l'ai juste encouragé à envisager toutes ces options. Toute la ville ne parle que de ça.
J'ai eu 12 personnes qui m'ont demandé si c'était vrai, et 3 autres veulent te payer un verre. Et pour Martha? Qu'est-ce que les gens disent d'elle? Rien de bon. Le consensus général, c'est qu'elle l'a bien cherché, et que tu as fait preuve d'une maîtrise remarquable en ne la jetant pas par la fenêtre avec lui. C'était exactement ce que j'espérais entendre. Dans les petites villes, la réputation est primordiale, et celle de Martha était désormais en ruine. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des changements dans la façon dont les gens me traitaient. La serveuse du café refusait que je paie mon café du matin. Les gars du magasin de pièces détachées trouvaient sans cesse des excuses pour passer à mon atelier et discuter. Même le facteur, qui d'habitude se contentait d'un signe de tête avant de passer son chemin, s'est mis à me demander comment je tenais le coup. Martha, en revanche, recevait un tout autre accueil. Plusieurs sources m'ont rapporté que les gens changeaient de trottoir pour éviter de lui parler, que son club de lecture avait été repoussé indéfiniment, et que quelqu'un avait laissé un mot sur le pare-brise de sa voiture indiquant simplement « honte ». Cette attention était gratifiante, mais j'avais des plans plus ambitieux qu'un simple ostracisme social. Je voulais que Greg souffre lui aussi, et je voulais que toute la ville comprenne que les actes ont des conséquences. L'opportunité s'est présentée quand Jules m'a mentionné que Greg s'était vanté de ses prouesses athlétiques dans la salle de sport UP où lui et Martha s'étaient apparemment rencontrés pour la première fois. Il raconte à tout le monde qu'il s'entraîne pour un triathlon, a dit Jules. Il prétend être dans la meilleure forme de sa vie, supérieur à tous ces gringalets de notre petite ville. Ah oui? Y a pire. Il a spécifiquement balancé sur les gars du coin, disant qu'on était tous mous et hors de forme. Apparemment, il pense que séduire des femmes mariées prouve à quel point c'est un mal dominant. Cela m'a donné une idée merveilleusement mesquine et satisfaisante. Jules, ça te dirait de m'aider à enseigner à Greg l'hospitalité de notre petite ville? Je t'écoute. Tu as toujours des contacts dans la police, n'est-ce pas? Des gens qui pourraient fermer les yeux si une certaine Tesla subissait soudainement des problèmes mécaniques. Ça dépend de quel genre de problème on parle. J'ai expliqué mon plan. Jules a écouté avec un amusement grandissant, posant parfois des questions sur la logistique ou les implications légales. Quand j'ai fini, il souriait comme un gamin le matin de Noël. Tu sais quoi, Jake? Je crois que Greg a besoin d'apprendre que les actes ont des conséquences, et je crois que je sais exactement comment lui donner la leçon. Le soir suivant, nous avons mis notre plan à exécution. Greg avait une routine. Tous les mardis et jeudis, il allait à la salle de sport à 19h pour exactement 90 minutes, puis s'arrêtait au bar à jus bio d'à côté pour un smoothie protéiné. Sa Tesla était toujours garée à la même place, sous un lampadaire où tout le monde pouvait l'admirer. Pendant que Greg était à l'intérieur en train de sculpter son physique supérieur, Jules et moi nous sommes attaqués à sa voiture. Nous n'avons rien fait d'illégal, pas de pneus crevés ni de vitres brisées. Nous nous sommes plutôt concentrés sur la création d'un maximum d'embarras avec un minimum de risques légaux. D'abord, Jules a utilisé ses talents de crocheteur de serrure appris pendant sa formation de policier, m'a-t-il assuré, pour ouvrir les portes de la Tesla. Ensuite, je suis passé à l'action avec mon arme secrète, environ 1,5 kg de crevettes surgelées que j'avais achetées au supermarché le matin même. J'ai fourré les crevettes dans le moindre recoin que je pouvais trouver, sous les sièges, dans les grilles de climatisation, derrière les panneaux du tableau de bord. L'odeur ne se remarquerait pas tout de suite, mais d'ici un jour ou deux, quand les crevettes commenceraient à décongeler et à pourrir, la luxueuse voiture de Greg puerait comme une benne à ordures derrière un restaurant de fruits de mer. Mais nous n'avions pas fini. Pendant que je plaçais les crevettes, Jules s'occupait de l'extérieur de la voiture. Il avait apporté un sac de paillettes biodégradables, le genre qu'on utilise pour les loisirs créatifs, et il les versait méthodiquement dans le pot d'échappement de la Tesla. « Qu'est-ce que ça va faire ?» ai-je demandé. « Tu vas voir. La prochaine fois qu'il démarrera, ces paillettes vont jaillir par l'arrière comme une explosion de conte de fées. Ça n'endommagera pas le moteur, mais ce sera visible à 3 pâtés de maison. » Nous avons terminé notre travail juste au moment où Greg sortait de la salle de sport, l'air en sueur et très satisfait de lui-même. Il portait des vêtements de sport chers et tenait un shake protéiné qui coûtait probablement plus cher que le déjeuner de la plupart des gens. Jules et moi étions assis dans mon pick-up, de l'autre côté du parking, l'observant aux jumelles alors qu'il s'approchait de sa voiture. Il a regardé autour de lui avec suspicion. Apparemment, l'écho de son aventure par la fenêtre l'avait rendu paranoïaque, mais il n'a rien remarqué d'anormal. Il est monté,
a démarré le moteur et a commencé à reculer pour sortir de sa place de stationnement. C'est là que le spectacle de paillettes a commencé. Le pot d'échappement de la Tesla est entré en éruption comme un volcan étincelant, projetant des nuages de paillettes argentées et dorées dans l'air du soir. Le nuage de paillettes était si dense et réfléchissant qu'il a accroché la lumière de chaque lampadaire du parking, créant un effet de boule à facettes visible depuis la rue. Greg a arrêté la voiture et est sorti pour inspecter les dégâts, mais le mal était fait. Tout l'arrière de sa précieuse Tesla était recouvert de paillettes, et d'autres continuaient de cracher du pot d'échappement chaque fois que le moteur tournait au ralenti. Une petite foule s'était rassemblée pour observer le spectacle, la plupart des gens riant et prenant des photos avec leur téléphone. « C'est quoi ce bordel ?» a crié Greg, en examinant sa voiture couverte de paillettes. « Qui a fait ça ?» Personne n'a répondu, mais je pouvais voir des gens échanger des regards complices. Dans une ville de cette taille, tout le monde était au courant de l'incident de la chambre, et la plupart avaient déjà choisi leur camp. Greg est remonté dans sa voiture et est parti, laissant une traînée de paillettes derrière lui, telle une marraine la bonne fée très en colère. Jules et moi l'avons suivi à une distance de sécurité pour observer le spectacle. « Tu crois qu'il va comprendre pour les crevettes tout de suite ?» a demandé Jules. « Donne-lui un jour ou deux. D'ici jeudi, il ne pourra plus approcher à moins de 3 mètres de cette voiture sans avoir des hauts le cœur. » Nous avions raison. Dès jeudi matin, le bruit courait que la Tesla de Greg avait été remorquée dans 3 garages différents, aucun d'entre eux n'ayant pu localiser la source de cette odeur effroyable. Les paillettes avaient été nettoyées, mais l'odeur était apparemment si insupportable qu'un mécanicien avait purement et simplement refusé de travailler sur la voiture. Greg a fini par devoir louer une voiture pendant que sa Tesla était décontaminée dans un garage spécialisé à Indianapolis. La voiture de location était une berline économique basique, très loin de ses luxueux moyens de transport habituels. Et il avait l'air absolument misérable en la conduisant en ville. Mais le meilleur restait à venir. Vendredi soir, j'ai reçu un appel de Danny, le cousin de Jules qui travaillait pour la compagnie de téléphone. « Jake, il faut que tu entendes ça. » Ce type, Greg, a appelé sa compagnie d'assurance pour faire une déclaration de sinistre pour vandalisme et contamination biologique de sa voiture. L'agent d'assurance a tellement ri qu'elle a dû le mettre en attente. « Il ne couvre pas ?» Non. Apparemment, il y a une clause dans son contrat qui exclut les farces et les canulars qui ne causent pas de dommages permanents. Il va devoir payer le nettoyage de sa poche, et on dit que ça va lui coûter près de 5 000 $. 5 000 $ pour retirer des crevettes pourries d'une voiture. Je n'aurais pas pu mieux planifier ça, même en essayant. Ce week-end-là, je buvais une bière au Corner Pocket quand Greg est entré. Le bar entier est devenu silencieux, comme dans un film de western. Greg a regardé autour de lui nerveusement, manifestement conscient qu'il n'était pas le bienvenu, mais apparemment déterminé à prouver quelque chose. Il s'est approché du bar et a commandé une bière d'importation hors de prix que Jules n'avait certainement pas en stock. Quand Jules lui a dit qu'il n'avait que de la bière locale à la pression, Greg a fait une grimace comme si on lui avait demandé de boire l'eau des égouts. Très bien. Donnez-moi ce qui s'en rapproche le plus. Jules lui a servi une Budweiser et l'a posée avec plus de force que nécessaire. Ça fera 4 $. Greg a jeté un billet de 20 sur le comptoir. Gardez la monnaie. Je sais que vous autres, les gens de province, avez besoin de toute l'aide possible. L'insulte a flotté dans l'air comme de la fumée. Toutes les conversations dans le bar s'étaient arrêtées, et je sentais la tension monter. Ces gens étaient de braves gens, des mécaniciens, des ouvriers du bâtiment, des professeurs, des petits commerçants, et ils n'appréciaient pas d'être pris de haut par un gosse de riche de Chicago. Je me suis levé de ma banquette et j'ai marché vers le bar. Greg m'a vu arriver et s'est tendu, se rappelant probablement de notre dernière rencontre. « Greg, c'est ça » ai-je dit d'un ton aimable. « Je ne crois pas qu'on nous ait officiellement présenté. Je suis Jake Morrison. Vous vous souvenez peut-être de moi. Je suis le mari par la fenêtre duquel vous avez sauté. » Quelques personnes ont ricané. Le visage de Greg est devenu rouge. « Écoute, Morrison, à propos de toute cette situation. » « Oh, ne t'en fais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Bien que, je dois dire, ta stratégie de fuite était plutôt impressionnante. La plupart des gens auraient pris les escaliers, mais toi tu as opté pour l'approche dramatique. Très théâtrale. » De nouveaux rires ont éclaté dans la salle. Greg commençait à ressembler de nouveau à un animal traqué.
Je me demandais cependant, ai-je continué, où en est ton problème de voiture? J'ai entendu dire que tu avais eu un petit souci d'odeur. Quelqu'un a saboté ma voiture, a dit Greg d'une voix forte. C'était du vandalisme, pur et simple. Saboter? C'est un mot très fort. Que s'est-il passé exactement? Greg a regardé autour du bar, réalisant qu'il était entouré de personnes qui n'éprouvaient aucune sympathie pour lui. Quelqu'un a mis des choses dans ma voiture, des trucs dégoûtants. Le nettoyage m'a coûté $5000. $5000, ai-je sifflé. C'est beaucoup d'argent. De quel genre de choses parle-t-on? Des poissons morts, des fruits de mer pourris. L'odeur était insoutenable. Le bar a explosé de rire. Quelqu'un au fond a crié, ça sent le poisson pourri cette histoire, ce qui a provoqué encore plus de rire. Greg a tapé violemment sa bière sur le comptoir, faisant gicler de la mousse partout. C'est du harcèlement. Je pourrais porter plainte. Pourquoi? A demandé Jules d'un ton doux. Personne ici n'a touché à votre voiture. On était tous là en train de jouer au billard et de se mêler de nos affaires. N'est-ce pas, les gars? Un chœur d'approbation s'est élevé dans la salle. C'est exact, Jules. On était là toute la soirée. On n'a pas quitté le bar. Greg a regardé désespérément autour de lui, réalisant qu'il était en infériorité numérique et piégé. Ce n'est pas fini, a-t-il dit en me pointant du doigt. Tu te crois malin, mais je sais que c'est toi. Greg, ai-je dit en m'avançant d'un pas, laisse-moi te donner un conseil gratuit. On est dans une petite ville et les gens ici ont la mémoire longue. Tu es venu dans notre communauté, tu as séduit une femme mariée, manqué de respect à sa famille. Puis insulté les braves gens qui vivent ici. Peut-être qu'au lieu de proférer des menaces, tu devrais te demander si Millbrook est vraiment l'endroit fait pour toi. Greg m'a fixé pendant un long moment, puis a jeté un autre billet de 20 sur le bar et est sorti en trombe. Tout le bar l'a regardé partir et, dès que la porte s'est refermée derrière lui, l'endroit a explosé sous les applaudissements. Tournée générale, a annoncé Jules. À la santé de Jake Morrison, défenseur des valeurs des petites villes. J'ai levé ma bière et j'ai souri. Aux conséquences, ai-je dit. Mais même en acceptant les félicitations et les tapes dans le dos de mes voisins, je savais que ce n'était que le début. Greg et Martha m'avaient humilié, m'avaient coûté mon mariage et avaient essayé de me faire passer pour un imbécile. Les paillettes et les crevettes n'étaient que des tirs de sommation. La vraie vengeance restait à venir. Le message anonyme est arrivé un mardi matin, glissé sous la porte de mon garage comme dans un film d'espionnage. Le papier était de qualité, un papier à lettres crème qui coûtait probablement plus cher à la feuille que le repas de midi de la plupart des gens. Le message en lui-même était tapé dans une police formelle qui hurlait « J'ai de l'argent et des relations ». Monsieur Morrison, vous n'avez aucune idée de la personne à qui vous avez réellement affaire. Vos petites farces sont amusantes, mais elles s'arrêtent maintenant. Reculez ou faites face à des conséquences que vous n'imaginez pas. Ceci est votre unique avertissement. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appelé Jules. Quelqu'un essaie de m'intimider, lui ai-je dit quand il a décroché. Greg. Peut-être, ou peut-être quelqu'un d'autre. Tu peux passer? Je veux que tu vois ça. Jules est arrivé 20 minutes plus tard, portant encore ses gants de boxe après avoir entraîné un client. Il a lu la note attentivement, la retournant pour examiner la qualité du papier et le filigrane. Ça ne vient pas de Greg, a-t-il finalement dit. C'est trop sophistiqué pour lui. Greg, c'est le genre à envoyer des SMS rageurs ou à rayer ta voiture avec une clé. Ce mot vient de quelqu'un qui maîtrise la guerre psychologique. Une idée de qui ça pourrait être? Ça pourrait être sa famille. Les riches n'aiment pas quand leurs précieux enfants sont humiliés en public. Ils ont tendance à engager des avocats et des enquêteurs privés pour faire disparaître les problèmes. Cette éventualité ne m'avait pas effleuré, mais c'était logique. Si les parents de Greg possédaient une chaîne d'hôtels de luxe, ils avaient probablement l'expérience de la gestion de crise de réputation. Ou alors, a poursuivi Jules, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a ses propres raisons de vouloir que tu fasses marche arrière. Au cours des jours qui ont suivi, j'ai commencé à prêter plus d'attention aux personnes autour de moi. Est-ce que la serveuse du café posait trop de questions sur ma routine quotidienne? Est-ce que le facteur s'attardait un peu trop près de ma boîte aux lettres? L'observation constante de Madame Kettle était-elle en fait de la surveillance?
La paranoïa commençait à m'atteindre quand j'ai reçu un appel d'une source inattendue. Lana Mitchell, la meilleure amie de Martha au bureau. Jake, je sais que c'est gênant, mais je me demandais si on pourrait se voir autour d'un café. Il y a certaines choses sur la situation de Martha que je pense que tu devrais savoir. Lana était la plus proche amie de Martha depuis 3 ans, depuis qu'elle avait commencé à travailler à l'agence de publicité. C'était une femme brillante, d'une quarantaine d'années, toujours bien mise, qui s'était toujours montrée polie mais distante à mon égard. J'avais supposé qu'elle faisait partie de ces femmes carriéristes qui n'ont pas grand intérêt pour les maris de la classe ouvrière. Nous nous sommes retrouvés en terrain neutre, dans un petit café situé à l'opposé de la ville par rapport à mon atelier et au bureau de Martha. Lana y était déjà quand je suis arrivé, assise dans une banquette au fond, dos au mur, comme si elle s'attendait à des ennuis. « Merci d'être venu », m'a-t-elle dit quand je me suis assis. « Je sais que tu n'as probablement pas une très haute opinion de moi en ce moment. Pourquoi aurais-je une mauvaise opinion de toi? Ce n'est pas toi qui m'as trompé. Non, mais je savais ce qui se passait et je ne t'ai rien dit. Je lutte contre cette culpabilité depuis. Eh bien, depuis l'incident de la fenêtre. J'ai commandé un café et j'ai attendu qu'elle poursuive. Lana semblait nerveuse, ce qui était inhabituel chez elle. À chaque fois que je l'avais vue lors de fêtes de bureau ou de rassemblements de quartier, elle avait toujours été posée et sûre d'elle. Le fait est, Jake, que je ne crois pas que tu comprennes à quoi tu as vraiment affaire. Greg n'est pas juste un type au hasard qui s'est mis en tête de séduire ta femme. Tout ça a été calculé. Que veux-tu dire par calculé? Greg a spécifiquement ciblé Martha. Il a fait des recherches sur elle, s'est renseigné sur son mariage, ses insécurités, ses ambitions. Il savait exactement sur quel bouton appuyer pour la rendre vulnérable à ses avances. C'était perturbant, mais pas entièrement surprenant. Les prédateurs choisissent souvent leurs victimes avec soin. Ce n'est pas tout, a continué Lana. Greg a déjà fait ça avant, plusieurs fois. Il a l'habitude de séduire des femmes mariées, de documenter ses liaisons, puis d'utiliser ses preuves pour se divertir. Se divertir? Photos, vidéos, informations personnelles. Il traite cela comme un jeu, un moyen de prouver sa supériorité sur des hommes qu'il juge inférieurs. Il a montré des photos de Martha à des gens de sa salle de sport, en se vantant de sa conquête. Ma tasse de café s'est fissurée dans ma main. Je l'ai posée doucement, essayant de contrôler la rage qui montait dans ma poitrine. Comment sais-tu tout ça? Parce que j'ai enquêté sur lui. Après avoir vu ce qu'il faisait à Martha, j'ai commencé à poser des questions. J'ai des amis à Chicago qui connaissent sa famille. Les histoires qu'ils m'ont racontées. Jake, cet homme est dangereux. Pas physiquement dangereux. Mais il détruit les gens pour le plaisir. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi ne pas avoir prévenu Martha? Lana a eu l'air mal à l'aise. J'ai essayé. Elle est complètement aveuglée par lui. Elle pense qu'il va quitter son travail ici et la ramener avec lui à Chicago. Elle ne comprend pas qu'elle n'est qu'un trophée de plus pour lui. Et tu crois que je peux y faire quelque chose? Je pense que tu es le seul à le pouvoir. Greg a l'habitude d'avoir affaire à des hommes qui l'attaquent en justice ou qui essaient de raisonner avec lui. Il n'a pas l'habitude d'avoir affaire à quelqu'un qui riposte de la même manière que toi. J'ai observé le visage de Lana pour tenter de deviner ses motivations. Quel est ton intérêt là-dedans? Pourquoi tu te soucies de ce qui arrive à Greg? Parce qu'il ne détruit pas seulement Martha. Il détruit aussi d'autres femmes. Il y a une épouse à Chicago dont le mariage a explosé à cause de lui. Une autre femme à Milwaukee qui a fait une dépression nerveuse. Il faut l'arrêter. L'arrêter comment? Je ne sais pas, mais j'ai pensé que tu devrais avoir toutes les cartes en main avant de décider quoi faire ensuite. Lana a fouillé dans son sac à main et en a sorti un dossier cartonné. Ce sont des copies de tout ce que j'ai pu trouver sur le passé de Greg. Relevés financiers, publications sur les réseaux sociaux, témoignages de ses précédentes victimes. Utilise-les comme bon te semble. Elle s'est levée pour partir, puis a marqué une pause. Jake, fais attention. Je pensais ce que j'ai dit, il est dangereux. Il a des ressources et des relations que la plupart des gens n'ont pas. Si tu as l'intention de t'en prendre à lui, assure-toi d'être prêt à encaisser ses contre-attaques. Après son départ, je suis resté au café encore 1 heure pour lire le dossier qu'elle m'avait donné. Le portrait qui en ressortait était celui d'un homme bien pire que ce que j'avais imaginé.
Greg n'était pas seulement un homme infidèle. C'était un prédateur qui ciblait spécifiquement les femmes vulnérables et les jetait une fois qu'il s'en était lassé. Il y avait des photos de lui avec au moins 6 femmes différentes, toutes mariées, toutes le regardant avec cette même expression d'amour aveugle que j'avais vue sur le visage de Martha. Il y avait des captures d'écran de SMS où il se vantait de ses conquêtes et faisait des blagues de mauvais goût sur les maris qu'il avait cocus. Mais la partie la plus dérangeante était une série de courriels entre Greg et une personne identifiée uniquement par les initiales LM. Les emails parlaient spécifiquement de Martha, décrivant ses faiblesses et ses vulnérabilités avec des détails cliniques. On aurait dit un profil psychologique conçu pour aider quelqu'un à la manipuler. Le sujet est complexé par le vieillissement et se sent déprécié par son conjoint, disait l'un des emails. Réagit bien aux compliments sur son apparence et son intelligence. Sensible au discours selon lequel elle mérite mieux et gâche son potentiel dans une petite ville. Les courriels dataient d'il y a 6 mois, bien avant que Greg n'ait soi-disant rencontré Martha à la salle de sport. Toute cette liaison avait été orchestrée depuis le début. Mais qui était LM ? Quelqu'un qui avait une connaissance intime de la psychologie et de la situation personnelle de Martha. Quelqu'un qui avait accès à ses pensées et sentiments les plus privés. J'ai relu les emails, en prêtant une attention particulière au style d'écriture et aux détails spécifiques mentionnés. Qui que soit LM, cette personne connaissait la relation de Martha avec ses parents, ses inquiétudes concernant sa carrière, et même ses restaurants et films préférés. Et là, j'ai compris. LM Lana Mitchell. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Jules. J'ai besoin que tu me rejoignes à l'atelier tout de suite et prends ton ordinateur portable. On a des recherches à faire. Jules est arrivé 30 minutes plus tard et je lui ai montré tout ce que Lana m'avait donné, en insistant sur les courriels entre Greg et LM. Tu penses que Lana travaille avec Greg ? A demandé Jules. Je pense que Lana est le cerveau de l'opération. Greg n'est qu'un beau visage qu'elle utilise pour séduire les cibles. C'est elle qui identifie les femmes vulnérables, enquête sur leur passé, puis fournit à Greg les informations dont il a besoin pour les manipuler. Jules a étudié les emails plus attentivement. Si c'est vrai, alors pourquoi t'a-t-elle donné ces informations ? Pourquoi se mettre en danger ? Parce que je m'approche trop de la vérité et qu'elle essaie de contrôler la situation. Elle veut me faire croire qu'elle est de mon côté, pour que je lui fasse confiance et que, peut-être, j'abandonne mon enquête. Ou alors, a dit Jules lentement, elle te tend un piège pour un truc encore plus gros. Pense-y. Elle te donne toutes ces preuves accablantes contre Greg. Tu t'en sers pour le détruire. Et après ? Peut-être qu'elle a des preuves que tu as harcelé ou violenté ce mec. Peut-être qu'elle monte un dossier pour te faire arrêter ou te traîner en justice. Cette éventualité m'a fait froid dans le dos. Si Lana était aussi calculatrice que je le soupçonnais, alors elle préparait cette confrontation depuis des semaines. Il faut qu'on en apprenne plus sur elle, ai-je dit. Passé, antécédents professionnels, lien avec la famille de Greg. Si elle monte une arnaque de longue haleine, il y aura des traces. Jules a fait craquer ses jointures et a ouvert son ordinateur. Heureusement que j'ai gardé des contacts dans la police. Laisse-moi passer quelques coups de fil. Pendant que Jules faisait marcher ses relations, j'ai conduit jusqu'à l'agence de publicité où travaillaient Martha et Lana. Je ne suis pas entré. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé. À 17h30, les employés ont commencé à quitter le bureau. J'ai vu Martha sortir en premier, l'air fatigué et stressé. Elle est montée dans sa voiture et a pris la direction de la maison. 20 minutes plus tard, Lana est sortie. Mais au lieu d'aller vers sa voiture, elle a marché sur l'équivalent de 3 pâtés de maison jusqu'à un petit restaurant où Greg l'attendait à une table en terrasse. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer lorsqu'ils se sont assis ensemble. Même de l'autre côté de la rue, leur langage corporel en disait long. Ils étaient clairement à l'aise l'un avec l'autre, comme de vieux amis ou des partenaires commerciaux. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Ils ont discuté pendant environ 45 minutes, Lana parlant la plupart du temps pendant que Greg prenait des notes sur son téléphone. À un moment donné, elle lui a montré quelque chose sur son propre téléphone qui l'a fait rire. Lorsqu'ils se sont séparés, Greg l'a embrassé sur la joue comme s'il se disait au revoir après un dîner de famille. J'avais ma preuve. Lana et Greg travaillaient ensemble, et Martha n'était que leur dernière victime en date. Mais j'allais devenir leur plus gros problème. Je suis retourné à l'atelier et j'ai trouvé Jules en train de sourire devant l'écran de son ordinateur. « Tu vas adorer ça » a-t-il dit.
Lana Mitchell n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle en réalité Linda Marconi et elle a un parcours professionnel très intéressant. Raconte. Elle a travaillé pour l'entreprise familiale de Greg à Chicago jusqu'à il y a environ 4 ans, date à laquelle elle a été renvoyée pour comportement inapproprié avec des clients. Apparemment, elle dirigeait une sorte de réseau de chantage, utilisant sa position pour recueillir des informations compromettantes sur les clients de l'hôtel. Et maintenant, elle fait la même chose ici. Et c'est pas fini. J'ai trouvé des traces de son passage dans 3 autres villes au cours des 4 dernières années, à chaque fois dans des agences de pub ou de marketing, et elle partait toujours au bout d'1 an environ. Et dans chaque ville. Des rapports faisaient état d'hommes influents surpris dans des situations compromettantes avec des femmes plus jeunes. L'ampleur de leur opération dépassait tout ce que j'avais imaginé. Ils ne se contentaient pas de détruire des mariages pour s'amuser. Ils mettaient en place une arnaque systématique, faisant probablement chanter leurs victimes ou vendant des informations à la concurrence. Jules, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Quelque chose qui va nécessiter tes vieux talents de flic et mon expertise de mécanicien. Qu'est-ce que tu as en tête? Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent. Des preuves que je harcèle Greg. Mais je vais m'assurer que ces preuves les conduisent dans un piège qu'ils ne verront jamais venir. J'ai expliqué mon plan. Jules a écouté sans m'interrompre, hochant parfois la tête ou posant des questions pour clarifier. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. C'est soit le truc le plus génial que j'ai jamais entendu, soit le plus cinglé, a-t-il finalement conclu. Peut-être les deux. T'en es? Jules a fermé son ordinateur et s'est levé. Jake, j'ai attendu toute ma vie pour faire tomber des gens comme ça. Allons-y. La prochaine phase de ma vengeance allait être la plus dangereuse. Mais si ça marchait, Greg et Lana apprendraient ce que signifie vraiment assumer les conséquences de ses actes. Et Martha? Eh bien, Martha était sur le point de découvrir que sa meilleure amie avait toujours été sa pire ennemie. Le festival annuel du jour des fondateurs de la ville était prévu pour le premier samedi d'octobre, ce qui me laissait exactement 2 semaines pour tendre mon piège. Le jour des fondateurs était l'événement le plus important du calendrier social de Millbrook, un mélange de fêtes de rue, de retrouvailles et de bourses au commérage qui attirait des gens de 3 comtés différents. Si je devais faire une déclaration publique sur l'opération de Greg et Lana, c'était le lieu idéal. Mais d'abord, j'avais besoin de plus de preuves, et je devais m'assurer que Greg et Lana se sentent assez en confiance pour commettre une erreur. J'ai commencé par jouer le rôle qu'ils attendaient de moi. Je me suis mis à harceler Greg de manière évidente et maladroite, je le suivais en ville avec mon pick-up, je faisais des commentaires à voix haute quand je le croisais en public, et je l'ai même confronté devant sa salle de sport où tout le monde pouvait voir et entendre. Tu te crois malin, pas vrai, Greg, ai-je lancé lors d'une altercation particulièrement théâtrale devant le supermarché. Tu crois que tu peux venir dans ma ville, me voler ma femme, sans qu'il y ait de conséquences? Greg a joué son rôle à la perfection, feignant la peur et l'intimidation, tout en s'assurant que les témoins l'entendent bien me demander de le laisser tranquille. Je voyais bien qu'il enregistrait nos conversations sur son téléphone, montant un dossier prouvant que je le harcelais. Pendant ce temps, Jules utilisait ses contacts pour récolter des informations sur les activités de Lana. Nous avons découvert qu'elle avait posé des questions sur ma situation financière, mes dossiers professionnels, et même mes antécédents médicaux. Elle dressait clairement un profil sur moi, tout comme elle l'avait fait avec Martha. Elle prépare un gros coup, a rapporté Jules après une entrevue avec un de ses anciens collègues de la police. On dit qu'elle a pris contact avec un avocat d'Indianapolis pour se renseigner sur les lois concernant le harcèlement et les recours civils. Laisse-la faire. Plus le piège qu'elle tend sera grand, plus dure sera sa chute quand il se retournera contre elle. La percée a eu lieu quand Madame Kettle, ma voisine fouineuse, est venue me voir avec des informations qu'elle avait recueillies lors de ses activités de surveillance quotidienne. Jake, mon grand, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai gardé un œil sur cette femme qui rendait visite à votre épouse. Celle avec la voiture de luxe et les vêtements chics. Lana Mitchell. C'est elle. Eh bien, j'ai remarqué qu'elle rencontrait ce fameux Greg assez régulièrement. Pas dans des restaurants ou des lieux publics, attention, mais chez lui. Tard le soir, quand il croit que personne ne regarde. Madame Kettle avait des photos, des dizaines, prises avec un téléobjectif depuis la fenêtre de sa chambre. Les photos montraient Lana arrivant chez Greg à la nuit tombée, y restant des heures, et repartant tôt le matin. Sur plusieurs clichés, ils étaient manifestement très intimes.
Se tenant la main, s'embrassant, s'enlaçant comme des amants. Madame Kettle, vous êtes un trésor, ai-je dit en examinant les photos. Depuis combien de temps ça dure? Au moins 2 mois, peut-être plus. J'ai commencé à prendre des photos quand j'ai compris qu'ils essayaient d'être discrets. D'après mon expérience, quand les gens se cachent comme ça, c'est qu'ils ne préparent rien de bon. Les photos prouvaient ce que je soupçonnais. Greg et Lana étaient partenaires dans tous les sens du terme. Mais plus important encore, elles démontraient que Lana avait dupé Martha tout autant que Greg. Martha croyait avoir une liaison avec un célibataire dévoué à elle seule. En réalité, elle était manipulée par un couple qui se servait d'elle pour ses propres intérêts. J'avais maintenant tout ce qu'il me fallait pour la phase finale de mon plan. Le jour des fondateurs s'est levé sous un ciel clair et frais, une météo parfaite pour un festival en plein air. La rue principale était fermée à la circulation et bordée de stands vendant de tout, de l'artisanat local aux beignets. Une petite scène avait été installée devant le palais de justice pour les discours et les animations. Je suis arrivé tôt et me suis positionné près de la scène, là où je pouvais voir la majeure partie de la foule. Jules s'occupait de la sécurité de l'événement, un rôle de bénévole qui lui donnait une autorité officielle et une radio pour se coordonner avec les autres volontaires. Martha est arrivée vers midi, l'air mal à l'aise mais s'efforçant de sauver les apparences. Elle subissait l'indifférence glaciale de la majorité de la ville depuis des semaines, mais tentait encore de faire comme si tout était normal. Elle a flâné entre les stands d'artisanat et a échangé des banalités avec des gens qui restaient polis mais fuyants. Greg est arrivé 1 heure plus tard, vêtu de vêtements décontractés hors de prix qui valaient sans doute plus que le salaire mensuel de bien des gens. Il avait l'air nerveux, vérifiant sans cesse son téléphone et balayant la foule du regard, comme s'il s'attendait à des ennuis. Lana est arrivée la dernière, et elle a fait une entrée remarquée. Elle était habillée comme pour aller à un événement dans un country club huppé plutôt qu'à une kermesse de village, et elle affichait l'assurance de quelqu'un qui se croit plus intelligent que tous ceux qui l'entourent. À 14 heures, le maire est monté sur scène pour souhaiter la bienvenue à tout le monde et présenter les orateurs de la journée. J'ai attendu qu'il termine son discours d'ouverture, puis j'ai marché jusqu'à l'estrade et j'ai demandé à emprunter le micro. Mesdames et messieurs, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous prendre quelques minutes de votre temps, ai-je dit, ma voix résonnant sur la foule via la sonorisation. J'ai quelque chose d'important à partager avec vous tous. La foule s'est tue, pressentant un drame. Je voyais Martha, Greg et Lana se tourner tous les 3 vers la scène avec des expressions alarmées. La plupart d'entre vous savent que ma femme, Martha, a eu une liaison avec Greg Whitman ici présent, ai-je poursuivi en désignant Greg. C'est de l'histoire ancienne maintenant, mais ce que vous ignorez, c'est que toute cette histoire était un coup monté depuis le début. J'ai sorti un dossier plein de documents et je l'ai levé pour que tout le monde le voie. Voici la preuve que Greg et sa partenaire, Lana Mitchell, mènent une arnaque à l'échelle de notre communauté. Ils ont spécifiquement ciblé ma femme, ont étudié ses faiblesses, et l'ont manipulée pour qu'elle ait cette liaison. Et ce dans le cadre d'un plan plus vaste visant à extorquer de l'argent et des informations aux familles influentes. Le silence de la foule était total, tous buvaient mes paroles. Je voyais des gens sortir leur téléphone pour filmer ce qui se passait. Lana Mitchell, que beaucoup d'entre vous connaissent comme la meilleure amie et collègue de Martha, s'appelle en réalité Linda Marconi, une escroc condamnée qui a été virée de l'entreprise familiale de Greg pour avoir monté des opérations de chantage. Elle a fourni à Greg des informations sur des familles locales, l'aidant à identifier des cibles à séduire et à manipuler. J'ai brandi les photos de Madame Kettle, agrandies et collées sur un panneau. Ces photos montrent Greg et Lana ensemble chez lui, prouvant qu'ils sont en couple, tant sur le plan amoureux que professionnel. Pendant que Greg séduisait ma femme, il vivait et couchait en fait avec Lana. La foule a explosé en exclamations de stupeur et en murmures de colère. J'ai vu Lana fendre la foule en essayant de rejoindre la scène, son masque de sérénité tombant enfin. Ça suffit, a-t-elle hurlé. C'est de la diffamation. Vous ne pouvez prouver aucune de ces accusations. En fait, si, je peux, ai-je répondu en sortant un autre dossier. Jules, tu veux bien me rejoindre ici? Jules est monté sur scène, arborant toujours son badge de bénévole de la sécurité. Mesdames et messieurs, je suis un officier de police à la retraite et j'enquête sur cette situation depuis 1 mois. Ce que Jake vous dit est l'exacte vérité. Il a brandi son propre dossier de documents. Nous avons des relevés de mai montrant Lana et Greg en train de planifier leur coup. Nous avons des documents financiers prouvant des paiements de la famille de Greg à Lana pour des services de consulting.
Nous avons des témoignages de victimes dans 3 autres villes où ils ont monté des arnaques similaires. Greg essayait de s'enfuir, se frayant un chemin dans la foule vers le parking, mais plusieurs gros bras de la salle de sport de Jules s'étaient placés de manière à bloquer les sorties. Il était pris au piège. Le plus abject dans tout ça, ai-je ajouté, c'est qu'ils ont tout documenté. Ils ont des photos et des vidéos de ma femme qu'ils se sont partagées pour s'amuser. Ils l'ont traitée comme si elle n'était rien de plus qu'un trophée à exhiber. Martha était devenue livide et chancelait sur ses jambes. Plusieurs femmes de son ancien club de lecture se sont avancées pour la soutenir, leur rancœur face à son infidélité temporairement supplantée par la compassion face à la façon dont elle avait été manipulée. Mais le truc quand on essaie de monter une arnaque dans une petite ville, ai-je dit en regardant Lana et Greg droit dans les yeux, c'est qu'on finit toujours par tomber sur des gens qui savent comment riposter. J'ai fait un signe de tête à Jules, qui a parlé dans sa radio. Amenez-les. 2 officiers de la police d'État sont apparus en bordure de la foule, marchant d'un pas déterminé vers la scène. Derrière eux se trouvait une femme en tailleur que j'ai reconnue comme étant la procureure du comté. Linda Marconi et Gregory Whitman, a annoncé la procureure, vous êtes en état d'arrestation pour complot dans le but de commettre une fraude, extorsion de fonds et violation des lois sur la vie privée. Vous avez le droit de garder le silence. La foule a observé dans un silence stupéfait Greg et Lana se faire menotter et emmener. Greg clamait son innocence, affirmant qu'on lui tendait un piège. Lana, elle, n'a pas dit un mot, mais le regard qu'elle m'a lancé en passant devant la scène aurait pu faire fondre de l'acier. Encore une chose, ai-je dit dans le micro pendant que les voitures de police s'éloignaient. Je veux que tout le monde comprenne que ma femme a été une victime dans cette machination, tout comme les femmes des autres villes qui sont tombées dans le panneau de leur manipulation. Elle a commis des erreurs, mais elle a été ciblée et trompée par des professionnels. J'ai regardé directement Martha, qui pleurait ouvertement à présent. Cela n'excuse pas ce qui est arrivé à notre mariage, mais cela l'explique. Et je veux que tout le monde dans cette communauté se souvienne que nous prenons soin des nôtres, même lorsqu'ils commettent des erreurs. La foule est restée silencieuse un instant, puis quelqu'un a commencé à applaudir. Les applaudissements se sont propagés jusqu'à ce que tout le festival offre à Martha une ovation debout, non pas pour sa liaison, mais pour avoir survécu à son statut de victime. J'ai rendu le micro au maire et je suis descendu de la scène. La foule s'est écartée pour me laisser passer, et j'entendais les gens me crier des félicitations et m'offrir des verres. Jules m'a rejoint à la lisière du festival. Qu'est-ce que ça fait d'être le héros de Millbrook? Je ne suis pas un héros, Jules. Je suis juste un homme qui en a eu marre d'être pris pour un con. Et maintenant, il se passe quoi? Avec Martha, je veux dire. J'ai regardé en arrière vers la scène où Martha était entourée de femmes de la communauté qui lui offraient du réconfort et du soutien. Elle avait l'air brisée mais pas détruite, comme quelqu'un qui voyait enfin clair après des mois de confusion. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Notre mariage est fini. Il s'est passé trop de choses pour qu'on puisse revenir en arrière. Mais peut-être qu'elle pourra reconstruire sa vie ici, avec des gens qui comprennent qu'elle a été manipulée par des experts. Et Greg et Lana. Ils vont aller en prison. Le bureau de la procureure monte des dossiers contre eux dans plusieurs États. Ils n'arnaqueront plus personne pendant un très long moment. Jules a souri. Tu sais quelle est la meilleure partie? Ils se croyaient tellement plus intelligents que tout le monde. Ils n'ont jamais envisagé qu'un mécanicien de petite ville et un flic à la retraite pourraient les surpasser. Ils nous ont sous-estimés, ai-je convenu. Les gens comme eux font toujours ça. Ils pensent que l'argent et les diplômes les rendent supérieurs, mais ils ne comprennent pas la valeur de la communauté et de la loyauté. En marchant vers le pick-up de Jules, j'ai ressenti une chose que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. La paix. La vengeance était accomplie, la justice avait été rendue, et ma communauté s'était ralliée autour de moi et de Martha, chacun à notre manière. Greg et Lana avaient essayé de détruire ma vie pour leur propre divertissement. Au lieu de cela, ils avaient appris ce qui arrive quand on s'en prend à des gens qui savent comment riposter. Je suis monté dans le pick-up de Jules et j'ai regardé le festival une dernière fois. Martha était toujours entourée de voisins bienveillants, entamant le long processus de reconstruction de sa réputation et de sa vie. La communauté qui avait été divisée par le scandale se rassemblait à nouveau, plus forte d'avoir affronté et surmonté la tromperie. On va où maintenant? A demandé Jules. À la maison, ai-je dit. J'ai une entreprise à faire tourner et une vie à reconstruire. Alors que nous nous éloignions du festival,
Je me suis permis un petit sourire. Ils m'avaient qualifié de méchant quand j'ai jeté Greg par la fenêtre et que je les ai humiliés tous les deux. Ils avaient raison. J'avais été le méchant de leur histoire. Mais dans mon histoire, j'étais le héros qui avait protégé sa communauté des prédateurs et s'était assuré que leurs actes aient des conséquences. Et c'était exactement la personne que je voulais être.